On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle de santé. Dans quelques instants, on aura la réaction du PDG du CIS de la Montérégie-Centre suite à l'annonce de la fermeture de la mini-urgence à la clinique Midi-Soleil à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a tout un contexte de financement. On entendra la réponse du PDG du CIS, mais tout d'abord, les explications avec la docteure Joëlle Bertrand-Bovet. Voici une nouvelle qui est en apparence très inquiétante pour la région parce qu'au fil des ans, on s'était habitué, lorsqu'on a un petit bobo, oui, évidemment, il y a l'urgence, mais on sait toujours qu'il y a des urgences mineures qui peuvent être traitées autrement dans des cliniques réseau, cliniques Midi-Soleil, qu'on appelle ici dans la région depuis plusieurs années, où des gens, des dizaines de milliers de patients étaient habitués à aller là. Et puis là, bien, on apprend malheureusement que le modèle ne tient plus la route, problème de financement, et la direction a pris la décision malheureusement de couper court et de terminer ce service-là à la population le 31 mars prochain. Avec nous pour en parler, Dr Joëlle Bertrand-Bovet, qui est la présidente du Centre Midi-Soleil. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, je présume que c'est une décision à contre-cœur. Vraiment, là, franchement, ça fait longtemps qu'on y pense. Nous, ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on sait qu'au niveau du financement, on va avoir une baisse drastique de notre financement. Donc, ça fait 2 ans et demi qu'on en parle. On a essayé de trouver des solutions, mais malheureusement, on n'a pas trouvé aucune solution. On a frappé à plusieurs portes, on n'a pas trouvé de solution. Donc, on a décidé de fermer la partie clinique réseau. Là, c'est important de dire que le GMF ne ferme pas parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont inquiets dernièrement, qui nous appellent. Nos patients à nous, inscrits à un médecin chez nous, on continue de les voir. La clinique ne ferme pas, c'est vraiment la partie clinique réseau, donc le sans rendez-vous. Bon, quelle est la nature même du problème? Bon, c'est un problème de financement, oui, mais pourtant, la clinique était en opération depuis plusieurs années. Exactement. Fait que nous, dans le fond, on avait eu une entente de 10 ans avec la Fondation de l'hôpital du Haut-Richelieu. C'était une entente pour faire fonctionner la clinique réseau, pour qu'on ait une clinique dans la région qui voyait des patients orphelins, en fait. Les patients qui n'ont pas de médecin de famille ou les patients qui ont un médecin de famille qui n'est pas disponible, il faut qu'il y ait une place où aller autre que l'urgence. Donc, la région, c'était important qu'on ait une clinique comme ça. La Fondation s'était impliquée. On avait une entente avec eux, un montant d'à peu près 300 000 $ par année, qui nous était versé à la clinique pour opérer la clinique réseau. Donc, pour voir 20 000 patients par année pas inscrits chez nous. Donc, ce montant-là payait les secrétaires, les réceptionnistes, payait les locaux, le matériel médical, tout ce qui était en lien avec les 20 000 patients. Ça nous a beaucoup aidé, ce montant-là, puis ça nous a permis de fonctionner pendant 10 ans. Il y a environ 2 ans et demi, la Fondation a décidé de mettre fin à notre entente. On a été avisé d'avance. Donc, les 2 dernières années, on a eu un montant moindre que ce qui était prévu et ça s'est terminé en 2021. Donc, depuis 2021, on n'avait plus d'entente avec eux. Donc, ce qui nous restait comme financement, c'était le montant qui est alloué par le ministère parce que le ministère finance les cliniques réseau pour un montant de 87 000 $ par année. Donc, le montant qui nous restait, c'était celui-là. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour opérer la clinique, compte tenu qu'on est juste 15 médecins omnipraticiens dans le GMF. Donc, souvent, les cliniques réseau fonctionnent avec 30, voire 35, 40 médecins. Nous, on était seulement 15 et on est encore seulement 15. Donc, malheureusement, c'était plus suffisant. On n'y arrivait plus. On a dû prendre cette décision-là à cause de ça. Il y a une dizaine d'années, quand ce projet-là a pris naissance, effectivement, la Fondation Santé y avait contribué parce que c'était comme un peu l'élément manquant. La Fondation a voulu faire sa part. À l'époque, l'urgence débordait. L'urgence déborde toujours, mais bon, l'urgence débordait, surtout pour des urgences mineures, j'entends. Oui. Mais en même temps, je me dis, avec le recul, puis vous n'étiez pas là, c'est vos prédécesseurs, mais je me dis, on a démarré une clinique avec un financement, oui, pour 10 ans. Oui. On a habitué la population à un service. Oui. Puis là, bien, on n'a plus de financement, puis à la limite, la Fondation a ses comment je dirais, ses arguments, parce qu'il y a une baisse de revenus, il y a eu moins d'activité, ils ont perdu le stationnement, qui était quand même générateur de revenus. Donc, on peut comprendre la Fondation de faire des choix. Tout à fait. Mais ultimement, c'est le patient qui paie pour ça. Exactement. La Fondation, là, c'est correct, il y avait d'autres priorités, d'autres projets, puis ça, c'est correct. On ne peut pas leur en vouloir. L'entente, c'était 10 ans, ça a été respecté. Ceci étant dit, j'imagine que quand ça a été fait il y a 10 ans, puis comme vous le dites, c'était pas moi qui étais là à ce moment-là, probablement que la Fondation et les médecins de Midi-Soleil, à l'époque, pensaient qu'il y aurait d'autres méthodes de financement éventuellement qui allaient venir. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Donc là, on se retrouve avec un manque à gagner important. On a fait des démarches de notre côté. Mon prédécesseur, moi, j'ai pris la gestion de la clinique en avril dernier. Donc, mon prédécesseur, Dr Langlois, a cogné à toutes les portes. Là. Député, MRC, la mairie, l'hôpital, le CIS, le PDG du CIS. Il n'y a pas personne qui n'a pas été contacté. On n'a pas personne qui a été en mesure de nous aider. Il y en a qui nous ont tout simplement pas répondu. Il y en a d'autres qui ont dit, écoutez, on ne peut pas rien faire, c'est comme ça.
Fait que c'est sûr que c'est une situation qui est malheureuse parce que vous avez raison. Au final, c'est le patient qui est pénalisé. Je vais être plate, mais est-ce qu'on vous prenait pas au sérieux? Ou est-ce qu'on dit, ah, ils disent ça, c'est une menace, Moi, mais je dans le pense fond... que, entre vous et moi, là, et le monde qui nous écoute, je pense qu'on n'a pas été pris au sérieux. Je pense pas qu'ils pensaient qu'on était pour fermer vraiment. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, ben c'est pas leur avantage de fermer, ils vont perdre une subvention de 87 000 $. Mais tu sais, au final, nous, ce 87 000 $ ne couvre pas le quart des dépenses, là. Ouais. Donc, c'est sûr que c'était plus possible. Donc, oui, j'ai l'impression qu'il y a probablement une partie que les gens ne nous ont pas pris au sérieux. En fait, les gens se renvoyaient beaucoup la balle. La mairie disait, c'est pas à nous, c'est pas un dossier qui est au municipal. L'hôpital disait, ben c'est quelque chose qui doit être géré par le ministère. Les gens se sont renvoyés la balle. Personne vraiment a voulu s'impliquer. Malheureusement, on arrive que là, le 31 mars 2023, ces 20 000 patients-là vont aller où? Je ne sais pas. Bon, dites-moi, depuis que la nouvelle a été rendue publique, Oui. est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé depuis ou pas vraiment? En fait, pas du tout. Moi, j'ai eu aucune personne en pouvoir de faire un changement qui m'a contactée, malheureusement. Donc, j'ai pas eu de nouvelles de personne. Ça a fait beaucoup réagir parce que j'ai énormément de patients qui nous ont appelés. Là. Nos lignes, le lendemain, ont débordé. Les gens étaient inquiets. Il y avait l'impression où ils vont aller. Certaines personnes qui n'ont pas de médecin de famille qui venaient toujours chez nous. Ça a beaucoup fait réagir. J'ai fait quelques entrevues. J'ai eu des demandes d'entrevues de journalistes, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des personnes au CIS ou au gouvernement ou autre qui m'ont contacté? Non, pas du tout. Êtes-vous surprise de ça? Oui. Je suis quand même étonnée. Je m'attendais à ce qu'il y ait certaines personnes qui nous contactent, qui essaient de voir si on pouvait trouver une solution. Malheureusement, c'est pas arrivé. On voit dans les médias chaque jour que les urgences débordent, les urgences pédiatriques débordent. Le gouvernement fait des cellules de crise pour essayer de trouver une solution. On en avait une solution qui était en place et qui fonctionnait, et on ne l'a pas supportée. Puis c'est très malheureux parce que ces 20 000 patients-là vont coûter beaucoup plus cher à l'État s'ils sont vus à l'urgence et qu'on doit payer tout l'hôpital, que si on nous avait proposé un montant, ça aurait même probablement pu être moindre que ce qui était donné par la Fondation. On aurait pu négocier, mais ça aurait été un montant mineur par rapport à ce que ça va coûter de voir ces patients-là à l'hôpital. Quel est le modèle qui est utilisé ailleurs dans les autres régions du Québec? Les cliniques réseau, il n'y en a pas partout. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Montérégie, il y en a très peu. Nous, dans notre coin, on est la seule. Il y en a une à Charlemagne. Montérégie-Est, Saint-Hyacinthe, tout ça, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de cliniques réseau qui fonctionnent avec la participation des médecins de l'urgence. Donc, ils font comme un partenariat qui installe la clinique réseau pas loin de l'hôpital et que, oui, il y a des médecins qui travaillent là, qui ont des patients inscrits dans un GMF, mais qu'il y a beaucoup de médecins externes qui viennent les aider, qui viennent faire des chiffres chez eux et qui contribuent aussi à des frais, un tarif horaire pour des frais de bureau. Fait que la majorité des cliniques réseau se sont organisées comme ça, avec beaucoup de médecins d'un peu partout qui viennent faire un chiffre, 2 chiffres par semaine, qui payent un peu de frais de bureau. Donc, au final, il y a un gros bassin de médecins pour faire fonctionner la clinique. Nous, on est 15 médecins réguliers du GMF. On a l'aide actuellement de 3 médecins de l'urgence depuis à peu près 2 ans. Donc, c'est quand même pas autant que dans certaines autres régions. Puis, on a la chance, une grande chance d'avoir 2 médecins de l'externe qui ne travaillent pas chez nous, mais qui viennent faire beaucoup de fins de semaine. Donc, ils contribuent beaucoup puis ils voient beaucoup de patients. Mais la majorité des autres cliniques réseau, le réseau, si j'ai parlé à beaucoup de médecins, ils fonctionnent à plus de médecins. Bon. Il y a 2 volets aussi à cette clinique-là. Il y a votre clinique régulière de Midi-Soleil GMF, là, bon, pour vos patients inscrits. Il y a la formule du 100 rendez-vous. Exact. Mais il y a aussi, puis là, vous allez peut-être pouvoir mieux me l'expliquer, mais ce qu'on appelait les P3, les P4, les P5, je ne sais pas trop, les gens qui se présentent à l'urgence, puis ultimement, l'infirmière au triage va leur dire, écoutez, je vous ai trouvé un rendez-vous cet après-midi à 2 h, rendez-vous là parce que vous avez une urgence mineure. Ça représente quoi dans l'équation? Donc, ça rentrait dans nos 20 000 visites. Donc, dans nos 20 000 visites qu'on voyait par année à la clinique réseau, c'est des patients qui n'étaient pas inscrits chez nous. Donc, soit qui prenaient un rendez-vous sur Bonjour Santé, ou des patients qui se présentaient à l'urgence, qui étaient catégorisés P4 ou P5, ça veut dire une urgence, mais qui est mineure, qui n'a pas besoin d'être vue tout de suite. Et ils pouvaient se voir offrir un rendez-vous dans notre clinique à partir de l'urgence. Donc, l'entente qu'on avait, quand on avait le partenariat avec la Fondation, c'est qu'on voyait, là, je vous dirais, entre 20 et 25 réorientations de l'urgence par jour. C'était énorme, quand même. Depuis que l'entente avec la Fondation s'est terminée au 31 décembre dernier, on est rendu à 10 à 12 par jour qu'on voit actuellement. Puis au 31 mars, 2023, on va diminuer là, encore. Probablement qu'on va en garder 2, 3 ou 4 là, pour faire notre part, là, mais on ne pourra plus en avoir autant. Bon. Il y a un impact auprès des patients, mais il y a aussi un impact indirect auprès des employés, je présume, qui étaient associés au volet clinique réseau de votre GMF, et même des employés du CIS, des infirmières, entre autres,
Puis là, j'aime pas le terme, mais ils vont comme descendre, là, ils vont comme bumper là, dans la cellule syndicale pour reprendre des postes ailleurs, parce qu'ils étaient un peu comme prêtés. Là. Exactement. En fait, nous, les employés qu'on avait du CIS, c'était des infirmières, donc des infirmières auxiliaires, des infirmières techniciennes, qui étaient des employés du CIS, qui le sont encore, et qui travaillent chez nous, dans nos locaux. Donc, nous, on n'a pas à débourser le salaire de ces infirmières-là. Par contre, on paye tout ce qui est associé, le matériel qu'elles utilisent, les locaux, tout ça, c'est nous qui le payons. Donc, ces infirmières-là, ça a été crève-cœur pour nous, parce que quand on a annoncé que la clinique réseau fermait, ça veut donc dire qu'au 31 mars, elles perdent leur emploi chez nous. Elles gardent leur emploi au sein du CIS, mais elles vont aller travailler ailleurs. C'est des infirmières qui étaient infirmières et infirmiers très compétents. On a beaucoup de peine de les perdre, mais ça va, on le savait. Mais l'effet pervers, c'est que là, ils peuvent revenir sur leur ancien poste. Oui. Et là, la personne qui a pris le poste va revenir sur son ancien, puis ainsi de suite. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne effectivement dans le milieu syndical, dans les hôpitaux pour les infirmières. Donc, c'est vrai que ça va avoir un impact. Fait que ça, c'est une partie des employés. Oui. On avait, par contre, nos employés à nous, secrétaires réceptionnistes, qui étaient dans la clinique réseau avant. C'est sûr que je vous dirais que ça fait déjà un petit bout qu'on a dû faire des coupures de postes parce que depuis le 1er janvier l'année dernière qu'on n'a plus la subvention, donc on a dû déjà faire des coupures de postes. Mais je vous dirais qu'il y a tellement de pénurie de personnel actuellement qu'il y a déjà des gens qui étaient partis qu'en fait, on n'a juste pas remplacé. Et même, là, j'ai compris, à votre poste d'accueil, maintenant, il n'y a plus vraiment personne. C'est un écran. Il y a une personne. Mais il faut rentrer des infos dans un écran. En fait, on a maintenant une réceptionniste qui accueille les patients. Avant, on en avait 3. On est rendu à une. Et on a des écrans, des bornes, comme dans plusieurs cliniques maintenant, ils font, que les gens rentrent leur numéro d'assurance maladie et indiquent qu'ils sont arrivés. Ça a leur rapport, oui et non, avec la fin de la clinique réseau. C'est beaucoup une pénurie personnelle, comme on vit partout dans tous les domaines. C'est pas juste nous. Ouais. Bon, entre aujourd'hui et le 31 mars 2023, est-ce qu'il peut encore se passer quelque chose? C'est malheureux à dire, mais je ne penserais pas pour plusieurs raisons. C'est que nous, on a vraiment beaucoup fait des démarches pour renverser la vapeur. On n'a pas eu de réponse de personne. Donc, il a fallu qu'on s'organise en conséquence. Quand on fait une fermeture, il faut qu'on la planifie, qu'on diminue un petit peu nos locaux, qu'on embauche moins de personnel. Les médecins aussi, il y en a beaucoup qui ont décidé de prendre la retraite. On a 3 départs cette année, en 2023. Fait que tout ça fait en sorte qu'il est un peu tard pour qu'on puisse revenir sur notre décision, malheureusement. Est-ce que je comprends au final, c'est que vous aviez 400 000 de la Fondation, l'autre montant de 87, donc j'arrondis, disons 500. Vous dites que vous êtes un peu négociable, mais dans le fond, pour faire fonctionner ça, en fait, la Fondation, c'était 300 000. Là, donc, la ça. Fondation, il y a une année que ça a été 400 000, mais les autres années, c'était 300 000. Puis dans les dernières années, ça a été un petit peu moins. Mais effectivement, avec ça, puis le 85 000, on arrivait. On aurait pu être un peu en deçà de ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'on reste attrayant pour les médecins aussi. Là. Je comprends. Docteur Joël Bertrand-Bovet, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance pour la suite. Puis merci. Attendons voir, d'ailleurs, dans le prochain segment qui suit, on a le PDG du CIS de la Montérégisante, Richard Deschamps, à qui on va demander qu'est-ce qui va arriver avec ces fameux 20 000 patients qui vont devenir orphelins de mini-urgence dans la région. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on y va d'une gauche assez foudroyante. Elle sera rapide avec le boxeur Alexis Barrière qui est avec nous. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. On l'a vu il y a quelques semaines, cette nouvelle quand même importante dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, où la mini-clinique, la mini-urgence qui est offerte à Midi-Soleil depuis une dizaine d'années, va malheureusement fermer le 31 mars 2023, si bien qu'il y a environ 20 000 patients qui vont tomber orphelins, des patients qui allaient à la mini-urgence ou des patients qui allaient à l'urgence, mais dont l'urgence était catégorisée mineure, à qui on trouvait un rendez-vous à cet endroit-là. Avec nous pour en discuter, le PDG du CIS de la Montérégisante, Richard Deschamps. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On a reçu il y a quelques instants la présidente de Midi-Soleil, Dr Joël Bertrand-Bovet, qui nous expliquait un peu le contexte dans lequel ils ont pris la décision, malheureusement, de fermer. Il y avait la subvention de 300 000 $ offerte par la Fondation de santé depuis une dizaine d'années. C'était une entente de 10 ans, entente qui a pris fin. En même temps, la Fondation n'a plus les mêmes revenus. La Fondation n'a plus les revenus de stationnement, comme on le sait. Bon, on peut comprendre que la Fondation a d'autres priorités. Ma question, on a offert ce service-là aux citoyens pendant 10 ans, puis là, on l'enlève. C'est terrible.
En fait, lorsque vous parlez de 20 000, je pense qu'il faut rectifier certains chiffres qui circulent actuellement. On parle de 17 000 dans les faits, là, 17 000 patients que la clinique a vus. Et des 17 000, il y en avait à peu près la moitié qui étaient des patients inscrits à un médecin de famille. Alors ça, on n'a pas 20 000 patients orphelins qui se retrouvent sans rien dans le territoire. Puis il faut le voir aussi dans une perspective de transition. Dans le sens que le gouvernement a mis plein de nouvelles mesures pour avoir accès à des services de première ligne. Et la clinique Midi-Soleil, moi, je ne suis pas dans les discussions de leur plan d'affaires, mais ils s'inscrivent là-dedans eux aussi. Ils s'en vont en inscription collective. Donc, ils vont capter un grand lot de patients qui vont s'inscrire pour être captés par leur clinique. Alors, on verra les propositions qu'ils feront en termes de milliers de patients. Mais il y a une offre de service qui va demeurer pour des patients non inscrits à des médecins de famille qui vont être captés par cette clinique-là. À cela s'ajoutent tous les autres GMF de votre territoire qui, eux, sont dans la même entente. Ça, c'est une entente qui a été faite par la FMOQ et le gouvernement pour prendre des patients qui sont en attente d'un médecin de famille, mais qui vont recevoir des services par un GMF spécifique, en passant par le GAP, le fameux guichet d'accès pertinence. Mais même si on dit que c'est 17 000, je comprends là, la dynamique, oui. Mais je me dis, pendant qu'ils sont à Midi-Soleil, ils ne sont pas ailleurs. Donc, le temps consommé dans cette clinique-là, il va se retrouver inévitablement ils vont être dans une autre clinique ou même à l'urgence? Non, ils vont être prêts. Le GAP, il faut que les gens... Puis on va en faire beaucoup de publicité par le guichet d'accès, parce que les gens qui n'ont pas de médecin de famille peuvent passer par ce guichet-là. Et en 24 heures, j'ai vérifié les chiffres pour être bien sûr de mon affirmation, en 24 heures, tous les gens qui ont besoin de voir un médecin actuellement, qui passent par le GAP, voient un médecin. Alors, je parle des patients qui n'ont pas de médecin de famille. Là. Mais pour la région... C'est sur votre territoire, là. Je parle de votre territoire. Puis je reviens encore au financement. Bon, le financement de 400 000 de la Fondation, un autre financement de 87 000 également qui venait du ministère. Mais pour l'organisation, pour la logistique du territoire, il n'aurait pas été souhaitable de garder cette opération-là d'une clinique réseau à Midi-Soleil? Bien, il faut juste comprendre qu'on a plus qu'un GMF en Montérégie puis au Québec. Tous les GMF sont régis par le même cadre de référence. Et l'argent vient du ministère suite à une négociation avec la FMOQ. Alors, nous, on s'assure de la bonne prestation de service, mais sur le plan financier, l'argent vient de Québec, là. Alors, nous, si on se met à financer des cliniques GMF d'une autre façon, bien là, il va falloir qu'on le fasse pour toutes les GMF de la région. Là. Comprenez qu'on rentre dans une autre logique de financement pour laquelle on n'a pas d'argent. Mais en même temps, le docteur Bertrand Bovet nous disait tantôt, là, on est même négociable, mais environ, c'est 300 000. Bon. L'impression qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas été pris au sérieux et que personne n'a répondu à leur appel. Bien, en fait, ça aussi, je vais recadrer ça. C'est un peu comme les 20 000 patients orphelins, en termes d'affirmation. Oui, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été faites avec les intervenants d'ici, avec notre direction de services professionnels. Vraisemblablement, on ne s'est pas entendu sur les demandes, mais il y a eu des rencontres, il y a eu de l'écoute, il y a eu de la préoccupation de notre part. Mais comme je vous le dis, il y a un cadre de référence qui encadre la contractualisation avec les GMF. Et nous, on doit travailler à l'intérieur de ce cadre-là. Bon, vous dites que dans les 17 000 patients, il y en a là-dedans qui sont déjà inscrits à un GMF. Bien, ils sont déjà inscrits. Ce sont des patients inscrits. Ce sont des patients inscrits. Je comprends. Ils sont inscrits. Oui. En principe, est-ce que le message envoyé, c'est de dire aux patients, vous devriez contacter votre médecin ou le bureau de votre médecin avant d'aller chercher un sans rendez-vous à Midi-Soleil ou ailleurs? Bien, parfois, il y a certains délais pour avoir accès à son médecin. Il ne faut pas se le cacher. Ça peut arriver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis dernièrement, en fonction de la forte affluence au niveau de l'influenza et de d'autres types de virus, dont le COVID aussi, les fameuses cliniques désignées populationnelles par l'entremise de Clic Santé. Alors, les gens qui n'ont pas accès immédiat à leur médecin de famille parce qu'ils ont beaucoup de travail, bien, ils peuvent passer aussi par cette passerelle-là. On parle de patients inscrits qui ont déjà un médecin de famille pour avoir une sorte de sans rendez-vous, mais sous rendez-vous, on s'entend, par Clic Santé, un rendez-vous assez rapide. Alors là, on parle des patients qui ont un médecin de famille. Pour les patients qui n'ont pas de médecin de famille, on passe par le GAP. Et comme je vous l'ai dit, c'est en moyenne 24 heures maximum d'attente pour recevoir les services d'un médecin. D'ailleurs, je tiens à faire une petite précision là-dessus parce qu'on est dans une transition au Québec actuellement sur la consommation de services de première ligne. Tu sais, avant, tout était orienté sur le médecin.
Là, je suis obligé de vous dire que 40 des références qu'on a faites dans votre territoire dernièrement par le GAP ont été vues, les gens qui ont été vus par un autre type de professionnel qu'un médecin. À peu près 60 ont été vus par un médecin dans les 24 heures et les autres ont été orientés vers d'autres types de services. Alors, ça aussi, là, quand je vous parle d'une transition, bien, ça s'inscrit dans cette perspective. Prenons un cas type. On est le 1er avril. Oui. Clinique Réseau Midi-Soleil n'existe plus. Je soupçonne que mon enfant a une otite, disons, et mal aux oreilles. Là, je fais quoi? Je me présente à l'urgence. Est-ce que votre enfant est inscrit à un médecin de famille? Disons qu'il ne l'est pas. Alors, il fait le 8-1-1, il fait l'option 1 et 2, et il va avoir accès à la trajectoire de soins pédiatriques. Et on va l'orienter vers une clinique qui donne des services de pédiatrie, il va avoir un rendez-vous. Dans un délai raisonnable? Oui. Ça existe c'est en ce moment, service. ça? Oui, c'est fonctionnel. C'est pour ça que vous parlez de transition. Et la chance, dans votre cas, si je prends votre enfant, c'est encore mieux au 6 du centre, au 6 de la Montérégie du centre, parce vous pouvez bénéficier de la fameuse clinique HOP, l'urgence pédiatrique qui est située au 10-30, pas très loin d'ici, à peu près 20 minutes. Et vous pouvez avoir un 100 rendez-vous avec votre enfant en ayant accès à des pédiatres, à 16 pédiatres qui sont là 365 jours par année. Donc, si je comprends votre logique, la population n'aurait pas à s'inquiéter de la fermeture de la mini-urgence de Midi-Soleil le 31 mars à minuit. Là. On s'entend, M. Latour, que c'est une grosse nouvelle. C'est une nouvelle qui frappe les préoccupations de la population puis qui nous a aussi préoccupés. On n'est pas content, personne, que Midi-Soleil a mis fin à ses opérations comme clinique réseau, parce qu'il continue comme GMF. Alors, tous les patients qui étaient inscrits à la GMF vont continuer. De ce même GMF-là, ils vont aussi s'inscrire dans les inscriptions collectives. Donc, ils vont capter des patients qui sont inscrits actuellement au GANF comme patients orphelins. Ils vont desservir des services pour ces gens-là par l'entremise du GAP. Alors, il y a la Midi-Soleil, mais il y a les autres GMF qui s'inscrivent aussi dans la même contractualisation avec l'État. Alors, les dernières négociations entre le gouvernement et la FMOQ font en sorte qu'on modernise l'offre de services en première ligne médicale et autres professionnels. Puis, pour le 1er avril, je ne suis pas vraiment inquiet. Sincèrement, je ne suis pas vraiment inquiet. Dans l'actualité des dernières semaines, à tous les jours même, on entend parler que les urgences débordent un peu partout, les virus respiratoires. Oui. Bon, on connaît tout le débat. Au Richelieu, évidemment, fait partie du lot comme toutes les autres urgences. Donc, la logique, je me mets à la place du public, on se dit, bon, là, l'urgence déborde comme jamais. Là, en plus, la mini-urgence ferme, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bien, c'était pas vraiment une mini-urgence. C'était une clinique sans rendez-vous. Ouais. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce que je vous dis. Les gens qui n'ont pas de médecin vont s'inscrire via le GAP. Puis on fait beaucoup de publicité. Puis j'invite la population à passer par le 811. C'est bien fait. J'ai vérifié moi-même. L'algorithme de prise de rendez-vous est relativement facile. Et l'autre accès, c'est par Clic Santé. Comment ça se passe ailleurs dans le territoire? Parce que Montérégie-Centre, il y a la partie au Richelieu dans laquelle on se trouve, mais il y a la partie Charlemagne, le centre. Oui. Comment ça se passe, le volet clinique sans rendez-vous dans cette partie-là du territoire? On a la clinique Azur qui poursuit ses opérations. C'est notre GMFR dans la portion Longueuil. Il se finance comment? Par le cadre de référence. Et c'est suffisant? Bien, les gens sont payés aussi par la RAMQ. Oui, il y a une rémunération. Mais... Oui, pour l'instant, ça suffit, effectivement. Avez-vous l'impression que les médecins de Midi-Soleil sont trop gourmands? Moi, je ne sais pas. Il y a peut-être une dimension du plan d'affaires que je ne connais pas. Est-ce que c'est les loyers qui sont trop chers? Est-ce que les coûts d'opération... Je ne peux pas commenter, parce que je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu les livres. Alors, je ne peux pas vous commenter ce bout-là. Je ne parlerai pas de gourmandise. Moi, je parlerai plus de reconsidération de leur plan d'affaires. Ils veulent s'inscrire dans la nouvelle entente FMOQ avec les inscriptions collectives qui, peut-être sur le plan financier, c'est plus intéressant. Je connais moins cette mécanique-là. La question que je me suis souvent posée, parce que, il y a 10 ans, quand on a créé ce projet-là, c'était bien que la Fondation donne un coup de pouce, mais en même temps, oui, c'était bon pour 10 ans, mais pour la pérennité, c'est assez nul, merci. Autrement dit, on a comme lancé une clinique, on l'a attaché avec des fils blancs, ça a duré 10 ans. Je ferai attention là-dessus, parce qu'il y a 10 ans, c'est il y a 10 ans. Ouais. Le cadre de GMF a beaucoup évolué dans les 10 dernières années, tant sur le plan de sa conception, de son organisation et de son financement. Le financement est beaucoup plus intéressant qu'il y a 10 ans. Okay. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a 10 ans, ça faisait sens? Sans doute, sans nul doute même. Aujourd'hui, la Fondation s'est posé des questions, les gens se posent des questions aussi. Bon. Est-ce que c'est toujours pertinent d'y aller dans ce sens-là? Un des effets indirects de l'annonce de cette fermeture, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, mais il y a aussi surtout
des infirmières prêtées par le réseau qui travaillaient dans cet établissement-là, là, qui vont, je l'ai dit en anglais, qui vont bumper. Là. Ils vont bumper leurs collègues qui vont bumper. Là. Il y a beaucoup de postes disponibles, M. Latour. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on a une grosse série de bumping. Pas tant que ça? Il n'y a pas trop d'impact? Bien, il y a des postes disponibles partout dans le CIS en soins infirmiers. On manque beaucoup d'infirmières, notamment à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Je ne pense pas qu'on va une grosse série de bumping. Il n'y a pas vraiment personne qui perd son emploi. Là. C'est des gens qui sont prêtés par le CIS. Alors, tout le monde va continuer à travailler. Bon. Et parlant de pénurie, en terminant, évidemment, chaque jour, je passe devant la future maison des aînés. Je me dis, mais quel beau bâtiment! Je vous ai déjà posé la question, puis je taquine le député Lemieux avec ça, mais est-ce qu'on va avoir des employés à mettre dedans? Grand défi. Bon, la maison des aînés, comme je pense que vous le savez, il y a eu un communiqué qui a sorti récemment, là, finalement, à notre grand regret, parce qu'on n'est pas le gestionnaire de projet. La maison des aînés va ouvrir l'année prochaine. Puis elle ne sera pas livrée, là, entre guillemets, avant la fin du printemps, début de l'été, avec les délais de construction. Alors, je reste très prudente du moment qu'on va ouvrir. Mais une fois que vous avez le building... Une fois que j'ai dit ça, on va l'ouvrir par l'eau. Alors, on n'ouvrira pas 200 places d'un coup sec. On va y aller par l'eau parce qu'on va être prudent, parce qu'on n'est pas sans savoir que c'est un bel endroit, vous l'avez dit vous-même. C'est intéressant pour les gens du personnel, les médecins. Alors, on va être prudent dans l'approche, on va y aller vraiment par l'eau pour ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est ça le principe, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont migrer vers ce site-là, c'est sûr. Alors, on y va avec prudence. Est-ce qu'il y aurait des effets sur les autres systèmes d'installation du territoire? Sans doute. Je ne peux pas m'engager à dire qu'il n'y aura aucun impact. Il va en avoir. Ben, je ne peux pas empêcher les gens de postuler. Ben, oui, ça va être un enjeu. Évidemment. Richard Deschamps, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Ce dimanche 27 novembre, 10h30, domaine Trinity à Iberville, café-concert organisé par le service des loisirs de la ville, mettant en vedette un Joannet qu'on a vu à la télé il y a plusieurs années, Jeffrey Piton. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, allez sur le site maculture.ca pour en avoir tous les détails. À demain. Bye-bye.